Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, l'annonce attendue du nouveau gouvernement au Mali. Sans surprise, les militaires conservent les postes clés. Nous irons sur place dès le début de ce journal. Un chef djihadiste tué au Mali par l'armée française, un cadre du groupe Al-Qaïda au Maghreb islamique responsable de la mort en 2013 de 2 journalistes français de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Une information confirmée au lendemain de l'annonce de la réduction de la présence française au Sahel. Et notre invité ce soir est le chef de file de l'opposition au Burkina Faso, président du Congrès pour la démocratie et le progrès, le CDP, l'ex-parti de Blaise Compaoré. Edi Komboigo est notre invité sur le plateau et nous lui demanderons de réagir aux décisions du président Macron qui annonce la fin de l'opération Barkhane alors que son pays est sous le feu permanent d'attaques de plus en plus violentes de la part des djihadistes. On ouvre ce journal par le Mali. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a désigné les membres du nouveau gouvernement et les militaires obtiennent les postes clés comme la défense, la sécurité et la réconciliation nationale. Pour en savoir plus, on retrouve Anne-Fleur Lespio, notre correspondante, en direct de Bamako. Anne-Fleur, cette annonce était attendue et sans surprise, les postes clés reviennent aux militaires. Oui, le colonel Sadio Camara, par exemple, redevient ministre de la Défense, un poste dont il avait été évincé lors du dernier remaniement ministériel le 24 mai. Même chose pour le militaire Ismaël Ouagué qui garde le portefeuille de la réconciliation nationale. Alors au sein de cette nouvelle équipe de 28 membres, le M5 fait également son entrée avec Ibrahima Maïga au ministère de la refondation de l'État. Le ministre Abdoulaye Diop qui faisait partie du gouvernement sous l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta retrouve son poste aux affaires étrangères. Alors une partie de l'opinion publique salue ici la nomination du procureur Mahamadou Kassougué au ministère de la Justice, un procureur engagé dans la lutte contre la corruption, une lutte dont le Premier ministre Choguel Maïga a également décidé de faire une priorité. Alors à partir de maintenant, les Maliens ainsi que la communauté internationale observeront les actions qui seront posées par ce gouvernement, un gouvernement qui doit reprendre les travaux de la transition et organiser le premier tour des élections le 27 février 2022. Merci Anne-Fleur Lespio pour toutes ces précisions. On reste au Mali avec cette information France 24. Un cadre du groupe Al-Qaïda au Maghreb islamique a été éliminé par la France. Il s'agit de Baye Bakabo, désigné comme responsable de la mort des 2 de nos confrères journalistes de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, assassinés à Kidal en 2013. Écoutez notre spécialiste des mouvements djihadistes, Wassim Nasr. On a commencé à avoir des infos en début de semaine sur la mort de ce personnage, Ag Bakabo, donc personnalité d'AQMI, commandant du JNIM aujourd'hui, donc la filiale sahélienne d'AQMI. On a su que, c'était au début des rumeurs, en début de semaine, comme quoi il a été tué dans la région d'Aguelok. Puis petit à petit, de source en source, sur le terrain, on a commencé à comprendre, là on voit Aguelok sur la carte, qu'il a été tué très précisément suite à une frappe française à 10 km d'Aguelok. Des frappes qui ont suivi une grande opération de l'armée française dans laquelle plusieurs djihadistes ont été tués. Un autre commandant aussi a été tué, Atoua Ag Oussam, et beaucoup de djihadistes ont été capturés pendant cette même opération. Donc plusieurs sources sur place nous ont confirmé finalement ce matin, sans l'ombre d'un doute, on va dire, ce qui a été confirmé d'ailleurs par la ministre des Armées, Florence Parly, comme quoi que cette personne qui est responsable du rapt et soupçonnée dans l'assassinat de nos confrères de RFI a été tuée dans ces frappes. Cette intervention apparaît alors que l'opération Barkhane annoncée par Emmanuel Macron a pris fin et suscite de nombreuses réactions. Les habitants de la capitale malienne sont partagés face à la décision du président français de réduire la présence militaire française au Sahel. Laurent Bersécher nous en dit plus. Au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron, les habitants de Bamako oscillent entre joie et déception. J'ai appris avec un peu de regret le retrait des troupes françaises au Mali. Bon, quand même, je suis un peu surpris. Le départ de la France nous arrange. Depuis qu'elle est là, nous n'avons vu aucune amélioration. Nous vivons dans la souffrance quotidienne.
Pourtant, si l'opération Barkhane tire bien sa révérence, la France ne se désengage pas complètement du Mali. Elle compte y garder quelques centaines de troupes et les intégrer à la force européenne Takuba. Créée en mars 2020, celle-ci a pour vocation de devenir le pilier de la lutte contre le terrorisme dans la région. Emmanuel Macron a également évoqué un renforcement de la coopération avec les armées sahéliennes. Une refonte de la présence française qui ne signifie donc pas un retrait, comme l'a précisé vendredi la ministre des Armées. Pour la sécurité des Français et pour la sécurité des Européens, nous resterons engagés au Sahel. Si le calendrier reste flou, la France table sur la fermeture de plusieurs bases militaires au nord du Mali, notamment à Kidal et à Tombouctou, d'ici début 2022. Paris espère également réduire de moitié ses effectifs actuels sur les 2 prochaines années. Un coup de pied dans la fourmilière qui n'a pour l'instant pas fait réagir le gouvernement malien. En République centrafricaine, la France a aussi fait des annonces. Et en plus de la suspension de la coopération militaire, il y aura un gel budgétaire. En cause cette fois-ci, la campagne anti-française, téléguidée par la Russie, de plus en plus présente dans le pays. La RCA et la France jouent l'apaisement et le retrait de la coopération française n'est pas total, bien au contraire. Les explications sur place de notre correspondant Clément Dimrom. Malgré cette confirmation par le ministère français des Armées en début de semaine de la suspension de la coopération militaire et d'un gel de l'aide budgétaire en Centrafrique, la France reste présente ici, puisque des militaires sont toujours à l'aéroport de Bangui, mais ils sont aussi présents dans les missions des Nations Unies et de l'Union européenne. Paris continue aussi pour le moment la coopération dans les domaines de l'humanitaire, de la justice ou encore de la santé. Le ministère français parle d'engagement non tenu par le gouvernement centrafricain qu'elle juge complice d'une campagne anti-française menée dans le pays par la Russie. Alors, de nombreuses accusations très virulentes circulent depuis plusieurs mois sur Facebook et WhatsApp en RCA et accusent la France d'être responsable d'actions de déstabilisation du pays. Donc le torchon brûle entre les gouvernements français et centrafricains, mais il y a des signes d'apaisement. Cependant, la ministre centrafricaine des Affaires étrangères parle de la France comme d'un partenaire privilégié et l'ambassadeur de France ici a déclaré attendre des signaux positifs et forts du gouvernement en RCA pour réévaluer la situation. À la veille des élections législatives en Algérie, 3 arrestations inquiètent dans les rangs de l'opposition. Il s'agit de Karim Tabou, une importante figure du mouvement de contestation le Hirak, et Issam El Kadi, un journaliste et la direction de la radio M, proche du mouvement, lui aussi Hirak. Enfin, le journaliste indépendant Khaled Drareni aurait également été arrêté et subirait un interrogatoire d'après ses proches. Pour l'heure, aucun motif d'arrestation n'a officiellement été avancé. Et nous recevons Edi Komboigo, chef de file de l'opposition burkinabé, arrivé 2e à la dernière présidentielle avec 15% des voix. Il est le président du Congrès pour la démocratie et le progrès, l'ex-parti de l'ancien président Blaise Compaoré. Merci, Monsieur Komboigo, d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation dans le Journal de l'Afrique. Votre pays, le Burkina Faso, a été victime, il y a quelques jours, d'une violente attaque djihadiste, la plus meurtrière depuis 2015, dit-on, avec plus de 160 morts. Quelle est votre première réaction? Il ne s'agit pas d'une attaque meurtrière depuis 2015. C'est depuis les indépendances, depuis que la Haute-Volta a pris son indépendance et le Burkina Faso, passant par le Burkina Faso, nous n'avons jamais eu une autre attaque aussi meurtrière. Donc c'est depuis les indépendances que nous ne connaissons pas cette attaque. C'est une attaque sauvage, meurtrière, et c'est un crime contre l'humanité. Et nous nous attendions à plus de condamnation à l'international et plus d'engagement. En attendant, mon peuple paye le lourd tribut. Il faut que ça s'arrête. Et alors vous, en tant que chef de file de l'opposition, vous avez réclamé, suite à ça, la démission du Premier ministre et du ministre de la Défense. Pourquoi? Mais tout simplement parce que nous ne voyons pas une stratégie conséquente. Nous ne voyons pas le mal reculer. Ça fait déjà plus de 5 ans qu'ils sont au pouvoir. Ils sont passés par des accusations fallacieuses à gauche et à droite. Nous leur avons dit simplement de regarder les choses courageusement et d'engager des actions courageuses pour lutter contre cette hydre. Malheureusement, nous leur avons posé la question à l'hémicycle.
de nous dire s'ils ont vraiment une stratégie de lutte contre l'insécurité face à l'avancement des terroristes. Le Premier ministre nous a répondu que non, nous avons tiré les conséquences en disant « Tirez donc les conséquences, nous souhaitons que vous démissionnez, vous, avec votre ministre de la Défense, parce qu'on ne rigole plus à ce niveau-là. C'est très, très sérieux. Et on ne peut pas, même par boutade, répondre à un chef de file de l'opposition à l'hémicycle de cette manière. Le peuple burkinabé les regarde et le peuple burkinabé n'est pas content. Et vous proposez une diplomatie intelligente où vous dites qu'il faut discuter avec les djihadistes. C'est ce que vous proposez? Vous pensez que les djihadistes sont les seuls acteurs sur le terrain? Non. Nous disons une diplomatie intelligente. Une diplomatie intelligente suppose d'abord la renégociation avec les partenaires. La France en tête, les pays membres du Conseil de sécurité et ensuite les pays membres du G7, les pays membres de l'OTAN, du G20 et pourquoi pas d'autres pays qui sont intéressés. Vous êtes sans ignorer que dans cette zone discutée et querellée, il y a beaucoup de ressources, de richesses, ressources gazières, pétrolières, des ressources d'uranium, de l'eau potable, de l'or. Eh bien, si l'on mettait ensemble, on mutualisait les recherches et l'exploitation avec une répartition intelligente, ça pourrait profiter aussi bien les pays d'accueil que ceux qui amèneront les technologies. Et nous prenons ensemble les mesures pour sécuriser et seulement les populations, les territoires et nos richesses. Oui, mais vous n'avez pas répondu précisément sur les djihadistes. Est-ce que vous appelez à négocier directement avec les djihadistes qui sont sur le terrain? Jusqu'à présent, on dit qu'on ne les connaît pas. Ce sont des hommes armés non identifiés. Nous trouvons dommage que 5 ans après avoir conquis le pouvoir, on ne sache pas toujours nous dire qui nous attaque aujourd'hui. Et nous disons que par là, le gouvernement Roch-Marc Christian Kaboré a échoué lamentablement. Oui, mais votre proposition, est-ce que vous appelez à négocier directement avec les djihadistes? Encore faut-il savoir qui ils sont et encore faut-il savoir ce qu'ils sont venus chercher. C'est pourquoi il faut une diplomatie. Quand je parle de la diplomatie intelligente, c'est de développer une démarche vers ces groupes armés pour savoir quelles sont les raisons qui les amènent à attaquer sauvagement nos populations, aussi bien le Mali, le Niger et le Burkina. Une fois que l'on sait, on peut, pourquoi pas, aller autour de la table. Même la Première Guerre mondiale a duré 4 ans. On a fini autour d'une table de négociation. Et nulle part dans le monde, on a vaincu le terrorisme par les tirs et par les groupes, par la lutte armée. Et alors, justement, sur cette question précisément du terrorisme, est-ce que finalement, comment vous accueillez l'annonce du président Macron de retirer, de mettre fin à l'opération Barkhane déjà? C'est vrai que c'est une annonce qui est venue, mais il fallait s'y attendre. Parce que depuis plus d'1 an, il y avait une incompréhension entre les dirigeants de cet espace du G5 Sahel et puis la France. Vous vous souviendrez que Macron avait déjà interpellé les chefs d'État de s'autodéterminer, de savoir dire clairement s'ils souhaitent que la France reste. Malheureusement, il n'y a pas eu de réponse. Et sur le terrain, on ne voit pas des résultats. Et les peuples sont fatigués de voir que la France est un pays fort, militairement fort, impliqué, et qui montre qu'ils émettent plus des efforts pour que ça recule. Malheureusement, les résultats que l'on constate sur le terrain ne sont pas ce que les peuples attendent. Et cela peut avoir créé l'incompréhension. Mais vous savez également qu'il y a des accords qui sont signés entre la France et ces 3 pays, ou ces 5 pays du G5 Sahel, que l'on n'expose pas. Les peuples ignorent tout et ce recul de la France pourrait être un danger pour l'Afrique. Alors, une dernière question rapidement. Vous êtes le président du parti de l'ancien président Blaise Compaoré. Est-ce que vous avez des nouvelles de lui? Est-ce qu'il va rentrer bientôt au Burkina Faso? Oui, nous avons des nouvelles de lui. Nous souhaitons qu'il rentre le plus rapidement possible. Et il fera face à un procès? Ben écoutez, et ça, je ne suis pas le juge. Je suis chef de file de l'opposition et je suis président du CDP. Vous êtes en train de dire qu'il va rentrer. Est-ce qu'il va accepter de se rendre à une convocation s'il en avait une? Je m'appelle Eddy Komboigo et pas Blaise Compaoré. Je vous remercie. D'accord, on en restera là.
Merci beaucoup Eddy Komboigo d'être venu sur le plateau du Journal de l'Afrique. L'opposition sénégalaise réunie dans un mouvement, le M2D, a organisé ce vendredi une manifestation pour réclamer, entre autres, la libération des détenus politiques arrêtés lors des troubles du mois de mars au Sénégal. Ces troubles avaient conduit à la mort d'une dizaine de personnes suite à l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko. La médiation des chefs religieux avait conduit à un retour au calme. Les précisions de notre correspondant Eliman Dawa à Dakar. Le principal mot d'ordre de ce rassemblement pacifique, selon les organisateurs, c'est la libération des 8 détenus politiques arrêtés lors des troubles du mois de mars au Sénégal. Des détenus politiques, selon les organisateurs, réunis autour du M2D, Mouvement de défense de la démocratie, un mouvement qui réunit des partis politiques de l'opposition, mais également des mouvements de la société civile. D'ailleurs, des leaders de l'opposition sénégalaise étaient présents lors de ce rassemblement. Parmi eux, Ousmane Sonko, principal opposant à Macky Sall, mais également d'autres leaders de l'opposition et des membres de la société civile. Je vous propose d'écouter ces quelques manifestants. Ce pays-là, ça ne fonctionne pas comme on le souhaite. On demande au président Macky Sall qu'il soit démocrate. Je suis là pour défendre une cause si noble, pour demander une libération sans délai et sans aucune négociation de nos frères détenus politiques. Depuis 3 mois, il y avait une accalmie. On laissait faire, on attendait, mais apparemment Macky Sall n'est pas résolu à définitivement solder ses comptes avec le peuple sénégalais. Le M2D, mouvement de défense de la Constitution, dit poursuivre son mouvement jusqu'à avoir gain de cause. Tout cela a lieu à quelques mois de la prochaine échéance électorale, les élections locales qui auront lieu au mois de janvier 2022. Ce samedi, c'est la journée mondiale contre le travail des enfants. Le phénomène persiste partout dans le monde. Ils sont encore près de 120 millions âgés entre 5 et 14 ans à travailler dans des conditions souvent révoltantes et presque la moitié est en Afrique. Au Bénin, par exemple, les autorités tentent de lutter contre ce fléau. Pourtant, le travail des enfants reste préoccupant. Reportage de nos correspondants Emmanuel Sodji et Raphaël Entali. Il y a 6 mois, ce jeune garçon de 11 ans, que nous appellerons Issa, était exploité sans limite dans une famille. Il gagnait l'équivalent de 6 € par mois quand il était payé. Mon père est décédé et ma mère est au village. C'est mon oncle qui m'a placée chez les gens. Mon employeur disait que je faisais trop de pagaille, donc je ne pouvais pas être payée. Aujourd'hui, le jeune garçon vit dans une chambre qu'il loue avec 6 autres enfants du marché. Issa est obligé de travailler pour survivre. Tous les matins, on décharge des camions d'ananas ou d'arachides. Chaque jour, je peux gagner 3 ou 4 000 francs CFA, environ 5 €, si je travaille bien. Selon l'UNICEF, au Bénin, plus d'1 enfant sur 2 travaillerait et un quart d'entre eux dans des conditions dangereuses. Pour faire baisser ces chiffres, des ONG se mobilisent. Des éducateurs sillonnent le plus grand marché de Cotonou, discutent avec les enfants de leur situation, puis les orientent vers cette baraque. Nous avons entre 300 et 500 enfants qu'on rencontre dans le marché qui travaillent dans le système de rue. Mais quand on prend les enfants en général, ça va vers les 1000, 1500. Alphabétisation, écoute individuelle sur leur temps de pause. L'objectif, après une enquête, c'est la réintégration familiale. Malgré la répression, les communautés, les parents, les tuteurs n'ont pas encore complètement intégré le fait que les enfants ne doivent pas être utilisés au travail, les enfants ne doivent pas être exploités. Depuis 2019, les autorités ont durci le ton. Dans tout le département de l'Atlantique, donc à Cotonou, la plus grande ville, ceux qui exploitent les enfants risquent jusqu'à 2 ans de prison s'ils sont récidivistes. On passe à la culture avec le leader du groupe Magic System, Assalfo, est avec nous ce soir et il nous présente en exclusivité mondiale le nouvel album, 4 ans après le dernier de Magic System, Assalfo. Merci d'être avec nous sur ce Journal de l'Afrique. C'est un plaisir pour moi d'être là. Alors, on parle de ce nouvel album, 4 ans après. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps? Beaucoup de choses se sont passées. Et puis, tout le monde sait la pandémie que nous avons vécue. Et ce n'était pas le moment de mettre des œuvres sur le marché. Il fallait plutôt se concentrer sur le bien-être des populations que nous avions à charge de sensibiliser. Et puis, on a profité aussi de ce temps, là où la culture n'avait plus
droit de parole, de retourner en studio et de faire quelque chose pour nos fans, pour qu'on sorte de cette crise dans la joie. Oui, alors cet album, il s'appelle Envolée zougloutique. Oui. Alors, quoi, ça veut dire que le zouglou revient? Mais le zouglou n'était jamais parti. Magic System a toujours demeuré, a toujours resté un groupe zouglou. C'est vrai que dans notre expérience internationale, nous avons eu affaire à des mélanges de styles avec d'autres musiques, mais nous ne sommes jamais éloignés du zouglou. Et aujourd'hui, on revient avec un album purement zouglou. On a voulu d'abord contenter ceux qui nous ont vus partir, ceux qui ont vu le mouvement se créer. Et puis par la suite, on essaiera de faire ce mélange. Mais pour le moment, c'est destiné à ceux qui vraiment sont des puristes de ce mouvement-là. Ah oui, les puristes, parce que je rappelle que ce mouvement, cette musique et cette danse a été créé popularisé par vous dans les années 90 en Côte d'Ivoire. Et depuis, toute l'Afrique a dansé et danse encore autour du zouglou, ça c'est sûr. Alors je vous propose d'écouter un extrait. Alors l'extrait qui déjà tourne, on le connaît. Ça s'appelle Molo Molo, c'est le nouveau single et c'est avec Fally Ipupa. On en parle juste après. Molo Molo, ça va aller, oh eh. C'est Dieu qui a fort, c'est pas gâté, oh eh. Ta vie appartient aux plus courageux, amis. La vie réussit souvent, c'est que se lève tôt. Alors, on a entendu cet extrait avec Fally Ipupa. Comment ça s'est passé? Alors, mon petit doigt me dit que la chorégraphie a été particulièrement compliquée. Mais c'était compliqué quand on a un monstre de la danse comme Fally Ipupa avec soi. On préfère rester humble dans son coin. Et donc, déjà que nous ne sommes pas de bons danseurs, c'était pas facile avec Fally. Mais disons que c'est une collaboration qui est venue parce qu'on a voulu réunifier deux Afriques qui ont à peu près les mêmes cultures, mais qui ne savent pas les mettre ensemble. La rumba congolaise et le zouglou ont une même identité parce que ces musiques-là sont des musiques de proximité, des musiques qui sont avec les différents peuples, qui parlent aussi du vécu des populations. Et on s'est dit pourquoi ne pas mettre ces deux ensemble. Mettre les deux ensemble, ces deux styles musicaux ensemble, c'est aussi l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest qui se rencontrent culturellement et musicalement. Alors je sais qu'il y a aussi une autre collaboration avec Smarty du Burkina Faso. C'est un album d'intégration. Smarty du Burkina Faso, DJ Mix, un mix premier aussi, collaboration entre le coupé décalé et le zouglou. C'est vraiment, on a voulu faire cette main tendue-là à tous ces rythmes musicaux qui riment avec proximité. Donc le rap de Smarty et le coupé décalé de Mix Premier ont été invités sur cet album. Ah oui, on a hâte de découvrir. Il y aura peut-être bientôt des dates, j'imagine, quand ce sera possible. Peut-être sur le continent. Oui, on est en train de mettre une grosse tournée en place qui va nous amener dans 14 pays africains. Mais on veut d'abord que l'album sorte. Et puis, on va regarder comment va évoluer la situation, surtout les mesures de restriction qui ne sont pas les mêmes dans les différents pays. Évidemment. Et voir si on peut mettre une tournée cohérente qui va encore satisfaire tous nos fans. Eh ben, on a hâte, on y sera et on suivra ça. C'est ainsi qu'on referme ce journal de l'Afrique. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis, et en particulier ceux d'Anoumabo. Ceux d'Anoumabo, à qui nous avons rendu un hommage. Et je suis fier de présenter quand même la nouvelle pochette bien sûr. de notre album ce soir. C'est cet album-là que tout le monde aura en main, ceux qui aiment le physique et ceux qui aiment le digital aussi. Merci beaucoup. Voilà. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.